Salut les gars, je vous fais une petite vidéo pour expliquer le TP1 de calculabilité, logique et complexité. Euh, c'est pas une matière qui est facile, je trouve, elle est très abstraite. Je vais essayer de l'expliquer le mieux possible, mais même moi, j'ai pas tout compris, donc ça risque d'être un peu flou. Je vais pas faire tous les exercices du TP, je vais juste faire les plus importants, donc il y aura même pas la moitié du TP, vraiment pas beaucoup d'exercices. Donc j'espère que tout sera bien clair. Ok, alors on peut passer à la première question. Donc la première question était un vrai ou faux, et l'affirmation était un ensemble X est énumérable si et seulement si Px, qui est l'ensemble de tous les sous-ensembles de X, est lui-même énumérable. Autrement dit, si on a un ensemble Px qui est énumérable, alors X l'est aussi. Par contre, si on a un ensemble Px qui n'est pas énumérable, alors X ne l'est forcément pas non plus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'ensemble des sous-ensembles? Alors j'ai écrit un petit exemple ici. Alors si on a x qui est l'ensemble 0, 1, 2, alors l'ensemble des sous-ensembles de x sera l'ensemble suivant, avec x et l'ensemble vide inclus. Ok, alors on va essayer de répondre à cette question. Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on dissocie deux cas importants. Le premier cas, il va regrouper tous les ensembles finis. On peut démontrer que c'est vrai pour les ensembles finis parce que l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble fini sera toujours énumérable. Donc, l'ensemble fini sera lui aussi énumérable. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'ensemble X qui se trouve juste ici. Ok. Par contre, c'est faux pour les ensembles infinis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble infini n'est pas énumérable. Pourtant, il y a beaucoup d'ensembles qui sont infinis, mais qui sont pourtant énumérables. Pour montrer qu'un ensemble infini est énumérable, il suffit juste d'établir une bijection entre l'ensemble des naturels et l'ensemble infini qu'on considère. Un exemple tout bête, c'est l'ensemble des naturels. Ben, l'ensemble des naturels est infini, pourtant il est énumérable, mais par contre l'ensemble des sous-ensembles de n n'est pas énumérable. Donc voilà pourquoi la proposition était fausse pour les cas infinis. Ceci nous amène à la deuxième sous-question donc, de la partie 1 du TP. Et on va devoir en fait démontrer, démontrer en fait le théorème de Cantor, qui est le suivant. Si x est un ensemble, alors Px n'a jamais la même cardinalité que x. Autrement dit, euh, il n'existe pas de x tel que la cardinalité de x est égale à la cardinalité de l'ensemble des sous-ensembles de x. On va devoir prouver ça. Donc pour démontrer ce théorème, on va faire une démonstration par l'absurde. On va en fait supposer l'inverse de ce que l'on veut démontrer. Donc puisque nous voulons démontrer ceci, nous allons supposer l'inverse en supposant qu'il existe bien un ensemble X tel que la cardinalité de cet ensemble est égale à la cardinalité de l'ensemble de ses sous-ensembles. Autrement dit, on suppose qu'il existe une fonction f qui associe des entiers de x à des éléments des sous-ensembles de x. Et on dit que f est une bijection. Donc ça, cette ligne-ci est absolument un synonyme de la première ligne. Parce que là, on dit que x a la même cardinalité que l'ensemble de ses sous-ensembles. Or, si on arrive à établir une bijection entre x et l'ensemble de ses sous-ensembles, alors ils auront forcément la même taille. Si le concept de bijection n'est pas clair pour vous, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur les ensembles énumérables, parce qu'on va beaucoup utiliser cette propriété-là dans les démonstrations. Donc si c'est pas clair, ça va être compliqué. Donc la prochaine étape va être de créer un nouvel ensemble, qu'on va appeler E. Et E donc va comprendre l'ensemble des éléments qui appartiennent à X, mais qui n'appartiennent pas à leur image par F. Et donc, naturellement, E est un sous-ensemble de X, étant donné qu'il contient des éléments de X. Donc, E appartient à l'ensemble des sous-ensembles de X. Maintenant, on va poser G,
qui est l'unique fonction inverse de f, parce que f est une bijection. Et donc G associe des éléments, des sous-ensembles de x à des éléments de x. Alors si nous passons E, l'ensemble que nous avons créé dans la fonction G, nous obtenons un élément, petit e, qui appartient à notre ensemble x du départ. Alors là, vous l'avez peut-être remarqué, mais nous aboutissons à une contradiction. Parce que, avec cette ligne, nous affirmons que petit e appartient bien à grand E, mais par définition de grand E, petit e ne peut pas appartenir à grand E, à cause de cette ligne-ci. Donc, nous avons bien une contradiction. Et puisque l'ensemble de notre raisonnement est correct, nous pouvons en conclure que c'est notre supposition de départ qui est fausse. Donc, qu'il n'existe pas de x tel que la cardinalité de notre ensemble x est égale à la cardinalité des sous-ensembles de x. Une étape du raisonnement qui était plutôt floue pour moi la première fois que j'ai essayé de comprendre le raisonnement de cet exercice, c'était la création et le fonctionnement de l'ensemble E. Donc je vous propose un petit exemple ici pour essayer de comprendre mieux comment fonctionne cet ensemble. Donc si on a l'ensemble x qui est égal à cet ensemble-ci, composé des éléments 1 et 2, alors nous avons donc l'ensemble des sous-ensembles x qui est égal à l'ensemble suivant. Alors maintenant, si on associe à chaque élément de x un élément de l'ensemble de ces sous-ensembles, nous pouvons par exemple faire ceci, avec 1 qui renvoie vers l'ensemble 1, 2, et 2 qui renvoie vers 1. Alors dans ce cas-ci, l'ensemble E ne sera composé que de 2, parce que 2 n'est pas compris dans son image, alors que le 1 est compris dans son image, juste ici. La première question consiste à prouver que l'ensemble qui est formé par le produit croisé entre A1 et A2 est un ensemble énumérable. Cet ensemble, je vais l'appeler P pour que ce soit plus facile à dire pour le reste de la vidéo. Donc puisque A1 et A2 sont tous les deux des ensembles énumérables, nous pouvons établir une bijection entre ces deux ensembles et l'ensemble des naturels. Alors la première fonction, on va l'appeler f, et elle va associer des éléments de n à des éléments de A1. Et g va associer des éléments de n à des éléments de A2. F et g sont donc tous les deux des bijections. C'est important pour la suite. Maintenant, nous allons construire une nouvelle fonction qui s'appelle h et qui va associer des éléments de n à des éléments de p. Si nous arrivons à prouver que h est une bijection, nous prouvons en même temps que P est énumérable. Et pour déterminer si H est une bijection, nous devons prouver que H est une injection et une surjection à la fois. Commençons par prouver que H est injective. Si nous arrivons à trouver deux éléments, NA et NB, qui sont différents, mais pourtant qui ont la même image par H, alors nous arrivons à prouver que H n'est pas injective, car c'est incohérent avec la définition d'injectivité. Alors nous allons prendre deux éléments de A1, on va prendre A et on va prendre A', et deux éléments de A2 qui s'appelleront B et B', tels que l'image de NA par H est le couple qui est formé par l'image de A par F et l'image de B par G. Et l'image de NB par H sera l'image de A' par F et l'image de B' par G. Si nous avons l'image de NA par H qui est égale à l'image de NB par H comme nous l'avons posé au début, alors nous avons ces deux couples qui se valent et qui sont équivalents. Donc on a ça, on a cette égalité-là. Et la seule moyen que cette égalité soit vérifiée, c'est que FA soit égal à F de A' et l'image de B par G doit être égale à l'image de B' par G. Et ça, c'est impossible parce que ça ne correspond pas à la définition de bijection que nous avions pour F et pour G. Donc ça, c'est pas possible. La seule façon qu'on respecte cette égalité, c'est que A soit égal à A' et que B soit égal à B'. Or, si A est égal à A' et que B est égal à B', ça veut dire que NA est égal à NB.
Or, nous avions posé qu'il devait être différent. Autrement dit, il n'existe pas de NA et de NB telle que cette propriété-là est vérifiée. Donc, H est bien injective. Pour démontrer la surjectivité de H, nous allons devoir construire un nouveau tableau et qui sera construit de telle façon à ce que sur chaque colonne, on ait l'image d'un naturel par F et sur chaque ligne, on ait l'image d'un naturel par G. Et donc à la rencontre des deux colonnes, on aurait un couple formé par l'image du naturel qui correspond à la colonne par F et du naturel qui correspond à la ligne par G. L'ensemble des éléments contenus dans cette table correspond donc bien à l'image de H. Considérons maintenant le couple AB qui appartient à notre ensemble d'arrivées P. A, qui est donc l'image d'un certain naturel par F, et B, qui est l'image d'un certain naturel par G. Ces certains naturels, nous allons les appeler NA et NB, qui appartiennent tous les deux à l'ensemble des naturels. Si nous arrivons à prouver que l'image de NA par F est égale à A et que l'image de NB par G est égale à B, ça veut dire donc que H est surjective, puisque nous arrivons à établir une connexion entre chaque élément de l'ensemble d'arrivée et au moins un élément de l'ensemble de départ. Et c'est bien le cas, parce que pour le couple AB, qui se trouve à la ligne NB et à la colonne NA du tableau, donc j'avance jusqu'à la colonne NA et je descends jusqu'à la colonne NB, et on retrouve bien le couple AB juste ici. Ça veut dire qu'il existe bien un N qui appartient à l'ensemble des naturels, tel que l'image de N par H correspond bien au couple AB. Ça signifie bien que H est surjective. Et puisque nous avons réussi à établir une bijection entre l'ensemble des naturels et notre ensemble P, ça veut dire que notre ensemble P est énumérable, puisqu'il a la même cardinalité que l'ensemble des naturels. Et c'était bien ce qu'on nous demandait de démontrer. أنا مؤمن إني بطيء